Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. On est déjà dans la 3e semaine du début des lives. Et hier, on a abordé la question que j'ai reçue d'une maman la semaine dernière. Et on va donc poursuivre avec le sujet aujourd'hui et poursuivre ce qu'on a commencé hier aussi. Donc, je vous invite à vous déposer, à vous prendre un petit verre d'eau, une petite tisane, à vous installer confortablement, à respirer pour bien assimiler toutes les informations dans le live. Et je vous invite aussi à me poser vos questions, bien entendu. Donc, tout au long du live, je sais que vous avez... il y en a plusieurs qui m'écrivent en message privé, mais vous êtes les bienvenus pour m'écrire dans le live. Donc, la question que j'ai reçue, la voici. Mon enfant a 5 ans et il a de la difficulté à s'endormir. Je ne sais pas si c'est sensoriel. C'est comme s'il ne pouvait pas s'arrêter de bouger. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi et m'aider avec ça? Donc hier, ce que j'ai fait avec vous, c'était de vous montrer justement les différentes pistes pour une même problématique. Qu'est-ce qui peut nuire à l'endormissement d'une personne, plus précisément ici d'un enfant? Quel aspect regarder par rapport justement à l'âge de l'enfant? Est-ce qu'il est à la garderie? Est-ce qu'il est rendu à l'école? Quel facteur vient influencer la situation? Fait que lui, c'était depuis qu'il a commencé l'école, surtout, les difficultés à s'endormir. Et quand la mère me dit « je ne sais pas si c'est sensoriel », c'est comme s'il ne pouvait s'arrêter de bouger. Donc, déjà, comme je vous disais hier, on avait mis le doigt dessus. Le son de cloche, c'était de dire « on ne peut pas s'arrêter de bouger ». Donc, dans nos 7 sens que je vous ai expliqué et nommés au courant des dernières semaines, on est ici dans le domaine du sens du mouvement, donc le sens vestibulaire. Et donc, si ce sens-là n'est pas comblé, c'est ce qu'on voyait hier, ben, l'enfant ou la personne va tenter de combler son besoin à d'autres moments de la journée, peut-être même inadéquatement, mais l'enfant ne le sait pas parce qu'il est tout jeune. Et comme je vous disais, comme c'est un enfant qui vient d'avoir 5 ans, pour moi, il n'y a pas lieu, puis je vous expliquais ça, il n'y a pas lieu d'avoir de caprice, de manipulation, de provocation, parce que, justement, tout le cortex, la 3e couche du système nerveux, le cortex, les intelligences, la zone des intelligences, et donc le cerveau conscient, n'est pas suffisamment développé, n'a donc pas suffisamment de connexion synaptique pour permettre de poser des comportements intentionnels comme « je vais faire ça pour le faire suer mon parent » ou « je vais faire ça pour le manipuler ou pour le provoquer ». Ça nécessite une intention. Mais comme je vous disais, en bas de 4 ans, d'un point de vue développement neuro, c'est le tronc cérébral qui est notre zone de survie, qui est notre cerveau inconscient, ou on appelle ça aussi le cerveau reptilien, et notre système limbique des émotions, qui est notre cerveau semi-conscient, qui se développe, mais pas encore le cortex conscient. Donc l'enfant qui réagit comme ça en étant agité, au même type que la première semaine, quand j'expliquais la situation de crise chez l'enfant de 3 ans, au niveau des bruits, dans les endroits publics, c'est une question de survie. Dans le sens que l'enfant réagit comme ça, pas pour vous faire « Salut, cher Xavier! »
L'enfant réagit comme ça, pas pour vous faire suer, pas pour vous faire honte, pas pour vous provoquer, pas pour vous amener à croire que vous êtes un mauvais parent, rien de ça. C'est vraiment son système nerveux qui l'amène à manifester des comportements parce que lui, peut-être qu'il juge dans son environnement autour de lui qu'il y a une source de danger et qu'il doit y réagir pour s'en protéger. Salut! Pour s'en protéger et éventuellement aussi peut-être s'en extraire. Je vous l'ai dit, il y a 3 manières qu'un système nerveux a pour manifester, pour réagir face à un stress. La première réaction, c'est la réaction de combat. La deuxième, c'est la fuite, ou soit on fige. En anglais, on dit fight, fright or flight ou freeze. Okay? Donc, ici, quand que l'enfant est face à quelque chose de désagréable, il va réagir de ces 3 manières-là. Donc, on est sur le coup du primitif, ce que notre instinct de survie nous guide à faire. Donc ça, c'était la situation qu'on avait vue chez le petit Coco il y a 2 semaines en situation de crise. Et je vous invite à revoir la rediffusion aussi de cette histoire de cas-là avec le petit bonhomme, parce que ça nous aide vraiment à comprendre la notion de réaction émotionnelle comportementale chez l'enfant qui ne se veut pas volontaire. Et ici, même chose, ici l'enfant n'est pas inconfortable, mais c'est quand même son tronc cérébral qui va venir indiquer à son système limbique comme quoi il lui manque de l'information pour se sentir bien dans son corps. Okay? Autant il y a 2 semaines, le tronc cérébral, comme je disais, qui est le cerveau inconscient, que je nomme affectueusement chien de garde de notre système nerveux. Le petit Coco, il y a 2 semaines, avait une hypersensibilité auditive. L'information auditive arrive, le tronc cérébral analyse comme quoi que c'est dangereux, le chien de garde aboie et envoie l'information au système limbique comme quoi que c'est dangereux. Résultat, crise. Fait que lui, c'était une réaction de combat. Ici, on a nommé hier comme quoi que la cause officielle de l'agitation du petit Coco avant de s'endormir, qui l'empêche de s'endormir, c'est en lien avec une hyposensibilité vestibulaire. Donc, un manque de sensation au niveau du mouvement. Okay? Et donc, c'est l'effet inverse ici maintenant. C'est le tronc cérébral qui reçoit l'information, mais il n'en reçoit pas assez. Et le chien de garde, en fait, n'aboie pas, il réagit juste pas. Donc, n'envoie pas suffisamment l'information au niveau du système limbique, ni au niveau du cortex. Et donc, l'enfant manque de cette information-là sensorielle. Puis au final, qu'est-ce que ça fait? C'est que l'enfant accumule un besoin et quand il arrive des moments où ce qui doit être détendu, à l'écoute, faire sa routine, par exemple, d'hygiène le soir, il y a un trop-plein d'énergie, mais pas propre au fait que l'enfant est nécessairement hyperactif, mais plus par rapport au fait qu'il n'a pas comblé les besoins sensoriels de son propre système nerveux. Donc, hier, quand on explorait la question, ce que je disais qui était intéressant, c'est de tout le temps voir et tout le temps d'évaluer le contexte des comportements de vos enfants. Je vous disais hier, ici, c'était pertinent de savoir l'enfant vient d'avoir 5 ans et c'est surtout associé à la période d'école que l'enfant a la difficulté à s'endormir.
les fins de semaine et pendant les vacances d'été, ça va bien. Ah, mais déjà, ça nous donne un indice de plus. Dans le sens que les fins de semaine, l'enfant peut bouger librement, courir dans sa cour, aller faire du vélo, jouer avec ses amis. Même chose l'été. Et donc, il a tellement bien comblé son besoin sensoriel, vestibulaire dans la journée qu'il va très, très bien s'endormir le soir. Mais quand on arrive dans un contexte qu'on va à l'école, qu'on est assis à un pupitre toute la journée, qu'on doit déployer énormément d'énergie pour écouter et être attentif à notre enseignant, hein, et maintenir à l'intérieur de soi, hein, se contenir au niveau de nos besoins, comme là ici le besoin de bouger, bien, l'enfant arrive fort probablement avec un trop plein de besoins vestibulaires à la maison, ce qui peut nuire directement à son endormissement. Surtout comme je vous disais hier, s'il revient de la maison, puis finalement, il pleut à l'extérieur ou il ne va pas jouer dehors pour X, Y raison, qu'on le met tout de suite à faire des devoirs, des leçons, qu'on soupe, et que finalement, il fait, même avant le souper, il joue aux jeux vidéo, fait qu'il est devant les écrans, puis qu'après le souper, il écoute un film. Est-ce que à un moment dans la routine après l'école, dans ce contexte-ci, il a comblé... Salut ma chère Cindy! Est-ce qu'il a comblé d'une quelconque manière ses besoins vestibulaires, cet enfant-là? Ben non, pas du tout. Parce que la routine de la manière qu'elle est créée, la manière qu'elle est faite, après l'école, ben l'enfant reste de manière sédentaire. Salut! Je vous invite aussi, hein, si vous avez des questions, ma chère Cindy, Xavier, hein, à me les poser au fur et à mesure, en tout temps. Toutes les questions sont bonnes. Donc voilà. Très, très, très intéressant de vous poser toujours la question, mon enfant, qu'est-ce qui ferait que dans le quotidien, justement, on pourrait changer possiblement la routine pour intégrer davantage d'activités qui vont répondre à son besoin, qui fait qu'il y a des comportements tout à fait adéquats l'été et les week-ends. Donc, oui, c'est vrai, la réalité, comme je vous disais hier, quand on entre à l'école, c'est une grande adaptation pour les enfants. Et c'est vrai que ce n'est pas tous les enseignants qui offrent la pédagogie de la même manière. Hein, il y a certains enseignants qui vont faire des ateliers aux enfants, qui vont faire des pauses mouvements, idéalement à chaque 30 minutes ou à chaque heure pour faire bouger les enfants, hein, même sur quelques secondes, c'est génial. Mais c'est vrai que ce n'est pas tous les enseignants qui le font. Ça, on le voit davantage d'ailleurs au Québec, hein, dans les classes multisensorielles, dans les classes adaptées, mais ça, c'est pas une réalité en France notamment. Donc, c'est sûr que les enfants qui ont des besoins sensoriels vestibulaires, puis qu'on les demande de rester assis toute la journée, ben ils se peuvent plus en arrivant de l'école. Et oui, ça va nuire directement après à l'endormissement. Donc, ça, il faut bien se rappeler de tout le contexte qui est nécessaire pour permettre l'endormissement. Plus un système nerveux, on a comblé ses besoins sensoriels, mieux il va s'endormir, parce qu'il ne sera pas en carence. Ou sinon, l'enfant va mettre à exécution des comportements, mais qui ne sont pas adéquats pour combler le plus possible, rapidement, pour s'endormir. Je vous donne un exemple. Moi, personnellement, j'étais une enfant avec une hyposensibilité vestibulaire. Okay? Donc, j'étais, comme le petit garçon de 5 ans, en recherche vestibulaire constamment. Moi, mes jeux préférés à l'école, c'était de me balancer à la balançoire. Et sinon, j'étais tout le temps avec les garçons en train de faire n'importe quel sport. Ballon chasseur, basketball, ballon mur, etc.
OK? Pour un système nerveux qui est en manque de stimulation de mouvement, le mouvement permet d'augmenter la capacité attentionnelle, donc la capacité d'écoute. C'est une super stratégie que l'enfant développe de bouger pour mieux écouter. Okay? Mais la réalité, c'est que ce n'est pas tous les enfants qui vont aller combler ça adéquatement. Et autrement, ils vont peut-être justement combler en étant agités, en se levant à n'importe quel moment à l'école ou en étant agités comme le petit garçon fait ici le soir avant de se coucher. Et donc moi, personnellement, je comblais comme je pouvais à l'école, dans mes récréations ou à la maison, peu importe. Mais aussi comme moyen adaptatif, ce que j'avais développé, c'est que depuis que j'étais tout petite, je pense mes 3... Mon Dieu, du plus loin que je me rappelle, c'est mes 4 ans, évidemment. Donc, je tournais dans mon lit comme ça, constamment. Donc, je me berçais. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive de le faire. Parce qu'il y a eu tellement un manque vestibulaire que ce mouvement-là, c'est pas pour vous faire suer, c'est pas pour vous déranger, c'est pas parce que votre enfant est bizarroïde, c'est une stratégie neuro que votre enfant applique pour mieux répondre à son besoin à lui. Mais l'enfant, il s'en rend pas compte que personne d'autre fait ça. Parce qu'il n'y a pas la notion sociale. Comme moi, par exemple, je tournais dans mon lit, dans, par exemple, des sleepovers avec des amis ou, tu sais, peu importe. Là, tu te rends bien compte que les autres amis, ils tournent pas dans leur lit comme toi tu fais, hein, en te berçant. Mais quand tu es tout petit, tu t'en fous, tu fais juste le faire. Hein? Ou sinon, j'écoutais le professeur en faisant du rocking, comme on peut voir chez les enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Hein? Ça en fait partie hein, des mouvements un peu stéréotypés qu'on peut voir. Hein? Mais c'est une stratégie aussi. C'est une stratégie pour augmenter l'écoute, l'attention, etc. et pour aller chercher de la détente. Donc ici, l'enfant, l'idée, c'est pas de le chicaner parce que il est agité puis qu'il n'arrête pas de bouger avant de s'endormir. Là, en tant que parent, on s'épuise, on s'époumonne, on répète et on finit par rentrer ça dans la case du mauvais comportement de notre enfant. Alors que lui, il essaie juste de combler un besoin pour s'amener en détente. Au même type que, je vous disais, une personne âgée, hein, par exemple, on peut le voir en centre d'hébergement, okay, au Québec ou ici en France en EHPAD. Les personnes âgées sont en carence de mouvement. Mais pour qu'ils puissent faire un sommeil récupérateur, réparateur, puis bien s'endormir et combler leurs besoins, qu'est-ce qu'on voit souvent qu'ils font dans la journée? Bien, ils vont se balancer sur une chaise berçante. Ou dans les parcs pour personnes âgées, on va voir qu'il va y avoir comme une genre de table à pique-nique, hein, sur comme un genre de plateau à roulettes avec bon un abri pour la pluie, hein, qui est comme une genre de table qui roule. Mais pourquoi? Parce que eux, ils marchent plus, ils courent plus, ils sont plus nécessairement en voiture, ils sont tout le temps sédentaires en centre d'hébergement, mais l'humain a besoin de mouvement minimum pour se sentir vivant, à l'écoute, attentif, pour la mémoire. C'est hyper important. Donc, la raison pour laquelle je vous explique tout ça, c'est parce que c'est hyper important de comprendre qu'ici, dans le fond, en vous expliquant cette théorie-là neurologique et neurodéveloppementale, c'est de se dire ici, l'enfant de 5 ans a de la difficulté à s'endormir, c'est comme s'il ne pouvait pas s'arrêter de bouger. Est-ce que la stratégie, c'est de faire en sorte qu'il arrête de bouger? Non. La stratégie, et qu'on va voir ensemble jeudi les solutions concrètes, c'est de voir comment qu'on va
intégrer, nous, en tant que parents, des activités dans sa routine après l'école, et peut-être même un petit peu le matin avant l'école, pour s'assurer qu'il a accumulé assez de mouvements dans sa journée pour se sentir comblé et donc ne pas être agité à la fin, juste avant de s'endormir. Et de regarder, comme je vous disais, l'entièreté de ce qui fait partie de la routine pré-dodo. Donc, on va aborder ça aussi jeudi, hein, tout ce qui est notion d'écran, tout ce qui est notion d'alimentation, prise de sucre, tout ce qui est activité physique active aussi avant le dodo. Hein, fait que c'est tous des aspects que, en tant que parent, il faut prendre un pied de recul et analyser le contexte qui fait que l'enfant manifeste un comportement. Un comportement n'apparaît pas comme ça pour rien. Jamais. Il y a tout le temps une raison. Ça peut être nous aussi dans notre posture aussi. Ça peut être sensoriel, ça peut être affectif, ça peut être au niveau de l'attachement, bon, ça peut être au niveau social. Et c'est pour ça la raison de mes lives, c'est pour vous aider à prendre cette capacité-là de recul pour vraiment décortiquer la situation. Hein, comme je vous disais, c'est comme si on était dans une série policière, là, puis là qu'on essaye de rattraper, hein, de lier les points de notre enquête pour comprendre le big picture de ce qui se passe dans la situation de votre enfant. Plutôt que de dire « Oh non, il est agité, il me fait suer, ça m'empêche de passer une belle soirée avec mon partenaire de vie ou avec mes amis, fait que je vais le chicaner, puis je vais le forcer à s'endormir, puis je vais claquer la porte, puis... » Ça ne règle rien. Au contraire, là, l'enfant va associer le sommeil avec quelque chose qui suscite la colère, le stress. Ça va lui faire peur. Il va peut-être même avoir peur de sa chambre. Puis ça, on va en reparler demain. On va reparler demain de quelle est la posture parentale à ne pas adopter dans ce genre de situation-là, qui peut créer plus de problématiques que d'autres choses, et au contraire, quelle est la posture idéale. Salut ma chère Stéphanie! Donc, quelle est la posture idéale pour se dire, non, je vois que mon enfant a des comportements différents par rapport à l'endormissement. Qu'est-ce qui a changé? Et comment moi, en tant que parent, je peux appliquer différentes méthodes pour pouvoir mieux répondre à ses besoins et qu'après l'endormissement vienne de soi. Ça ne devrait pas être une bataille, l'endormissement. Et c'est pour ça que hier, puis je vous invite à revoir la rediffusion d'hier, il y a un paquet de facteurs ici qui sont en compte, qui peuvent nuire à l'endormissement d'un enfant et de tout humain. Il y a 1001 pistes. Et c'est pour ça que de réduire ça à une étiquette comportementale, de dire « Ah, bon, mon enfant est agité, hein, il est mal élevé », ou à la limite de dire « Ah, tu sais, il me dérange », mais non, c'est très réducteur. Et c'est pas constructif. Et pourtant, le sommeil, c'est hyper important parce que quand l'enfant tarde à s'endormir, il y a un décalage aussi au niveau des phases du sommeil. Et c'est plus difficile de tomber justement dans les phases et d'avoir suffisamment de ces phases-là qui se répètent. Hein, il y a 5 phases au niveau du sommeil, jusqu'au sommeil paradoxal, qui est la 5e phase. Et ça se répète à chaque 90 minutes, hein, au courant de la nuit. Mais si le sommeil tarde, ça veut dire que moins, on appelle ça là, de wagons de sommeil, au courant de sa nuit. Mais pourtant, il y en a besoin. Parce que les enfants, comment qu'ils vont venir intégrer les apprentissages qu'ils ont fait dans la journée?
faire un reset au niveau des inconforts sensoriels accumulés pendant la journée, comprendre plein d'aspects au niveau social, au niveau émotionnel qui ont vécu, c'est via le sommeil, la croissance, la réparation cellulaire, etc. Mais pour ça, il faut mettre en place des stratégies qui vont permettre qu'il y ait ces wagons-là. Et si on fait juste donner de la mélatonine à notre enfant pour qu'il s'endorme, tu sais, l'humain est supposé de sécréter de la mélatonine naturellement. La mélatonine qu'on donne, c'est de la mélatonine, mais artificielle. Mais on est fait pour en sécréter naturellement. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que, justement, cet enfant-là en sécrète pas assez? Ben, ici, le cas notamment, c'est en lien avec un manque de sensation au niveau du mouvement qui crée de l'agitation, qui fait qu'il se sent pas dans son corps, qui sent qu'il est flou, qu'il a besoin de bouger pour se sentir vivant, parce que autrement, c'est comme s'il était, c'est ça la sensation, c'est comme s'il était un peu effacé. Ça a une atteinte sur sa conscience spatiale, sa conscience corporelle. Et c'est pas en étant dans un lit, en s'endormant, qu'on le sent davantage, non, c'est en bougeant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Tout ce qui est en lien avec l'endormissement, les cycles du sommeil qui se répètent. Puis comme je vous dis, toutes les questions sont bonnes. Donc si vous avez des questions, puis peu importe l'âge, parce qu'ici mon enfant, l'enfant dans la situation a 5 ans, mais tout ce qui est en lien avec le sommeil, dès qu'ils sont poupons, on aborde les situations avec pour faire les belles nuits chez nos petits poupons, mais autant jusqu'à, tu sais, ça touche tous les âges, le sommeil, adolescence puis au-delà. Donc, vous voyez, moi justement, la raison pour laquelle je fais justement ces lives, c'est d'une certaine manière aussi, c'est pour vous dire que chaque aspect par rapport à notre hygiène de vie, qu'on peut vivre une difficulté avec notre enfant, que ce soit dans la première semaine, c'était la situation de difficulté d'amener dans les sorties sociales, dans les endroits publics. Ensuite de ça, c'était le coco qui paniquait en lien avec l'habillage, qui est comme, une tâche d'hygiène de vie. Ici, c'est le sommeil. D'autres enfants, ça peut être des crises pendant l'alimentation. Mais ce sont tous des facteurs hyper importants. Et donc, ne restez jamais avec vos questions. Si votre flair de parent vous dit « il y a quelque chose qui cloche », bien fort probablement vous avez raison parce que votre enfant, vous le connaissez mieux que quiconque. Et c'est surtout que votre enfant qui dort mal, qui fait des crises en s'alimentant, mais pourtant s'alimenter, c'est un besoin nécessaire et naturel. D'être inconfortable dans des lieux avec d'autres gens, ça non plus, ça devrait être plus aisé. Donc, c'est important de pouvoir vous dire, je me questionne par rapport à la situation pour maximiser non seulement le bien-être dans le moment de mon enfant, mais aussi à long terme. Parce que, notamment, le sommeil, l'alimentation, ça a tous des impacts aussi au niveau de la santé. Et donc voilà, c'est hyper, hyper important de se poser et d'analyser la situation dans son ensemble. Et comme on a fait aujourd'hui, de décortiquer tous les facteurs pour mieux comprendre la théorie qui entoure le comportement de l'enfant. Donc voilà, mes chers. Je vous invite, si vous n'avez pas posé de questions aujourd'hui, à m'écrire en message privé. Et autrement, demain, on se retrouve, même heure, même poste, pour le live concernant la posture des parents. Fait qu'on va aller voir, dans cette situation-là, quelles sont les postures à éviter et qu'est-ce que ça cause au niveau du système nerveux de l'enfant si c'est ces comportements-là, ces postures-là parentales qui sont mis de l'avant. Et à l'inverse, je vais vous présenter la posture idéale à adopter
pour justement bien accompagner notre enfant quand il vit des problématiques de la sorte au niveau difficulté d'endormissement et agitation. Parce qu'il y a beaucoup qui va être amélioré grâce à votre communication, votre posture, ce que vous allez discuter et mettre en place avec votre enfant. Même s'il est tout petit, les enfants comprennent très très bien. Donc voilà. Fait qu'on s'en reparle demain sans faute. Avec des gros bisous à tous et je vous souhaite une belle soirée et à demain. Ciao!